Mettons les choses au clair tout de suite. Le crash d'un ovni dans la zone 51, une légende urbaine. L'autopsie d'un extraterrestre, un faux. Le manège médiatique de Washington, l'hystérie collective. Le Night Nights, le nain de Kiktim, le reportage d'Andrei Lochak. La météorite de la Tunguska, en revanche, semble bien avoir été une vraie météorite. Vous savez, tout le sujet des ovnis est presque entièrement composé de fiction, de manipulation, de mythes et de légendes. Mais il existe une histoire qui fait vraiment douter. Il s'agit d'une note d'information des services de sécurité de l'US Air Force qui consigne les témoignages d'un général de l'armée, de 2 pilotes de chasse et d'un contrôleur aérien. Cet incident est l'un des cas d'OVNI les mieux documentés de l'histoire, et ce que décrivent les témoins est franchement inquiétant. 19 septembre 1976. Téhéran, Iran, minuit 30, heure locale. Le poste de commandement de l'armée de l'air iranienne reçoit un appel. Un habitant du district de Shemiran affirme voir un hélicoptère dans le ciel. Il est immobile au-dessus de la ville et projette une lumière extrêmement intense. On ignore de quel hélicoptère il s'agit et à qui il appartient. Puis un deuxième appel arrive. Un autre habitant parle d'une sorte de sphère lumineuse dans le ciel. Ensuite, encore 2 appels, venant de différents quartiers de Téhéran. Les habitants voient en quelque chose là-haut. Les autorités vérifient d'eau rapidement et établissent qu'aucun appareil n'est censé se trouver dans le ciel à ce moment-là. Une erreur peut-être. Sauf que le contrôleur de l'aéroport international de Mehrabad détecte lui aussi l'objet sur ses écrans radars. Selon lui, le signal radar est équivalent à celui d'un avion de ligne de type Boeing 707. Le commandant de l'armée de l'air du secteur, le général Yousefi, est appelé. Il observe lui-même une étoile extrêmement brillante au-dessus de Téhéran. Depuis la base aérienne de Cherokee, située à 282 km à l'ouest de la ville, un chasseur F-4 Phantom II est envoyé en interception. Il est 1h30 du matin. Le pilote, Mohammad Azez Khani, décolle et se dirige vers un point situé à 64 km au nord de Téhéran. Il informe rapidement le contrôle aérien qu'il voit déjà l'objet à une distance d'environ 100 km. L'intercepteur suit exactement la trajectoire de l'objet non identifié. Le pilote ne parvient pas à distinguer la structure de l'appareil à cause de la puissance des projecteurs. Puis, à environ 40 km, toute l'électronique de l'avion tombe en panne. Il poursuit néanmoins l'objet à vue, mais comprend qu'il est incapable de le rattraper. On ordonne alors au pilote de faire demi-tour et de rentrer à la base. Sur le trajet de retour, tous les systèmes se réactivent. 10 minutes après le décollage du premier avion, à 1h40, un second F-4 décolle, piloté par le lieutenant Jafari. Malgré son jeune âge, 23 ans, il s'agit d'un pilote très expérimenté, déjà commandant d'escadrille. Près de 30 ans plus tard, il racontera lui-même cette histoire. « J'ai décollé 10 minutes après le premier avion. Le premier pilote m'a dit qu'il ne parvenait pas à rattraper l'objet, et je lui ai ordonné de rentrer. Lorsque j'ai vu l'objet à mon tour, je ne distinguais pas sa forme. Il y avait des lumières très vives, vertes, jaunes, bleues et rouges, qui clignotèrent autour, comme un stroboscope. Et quand je me suis dirigé droit vers lui, il a brusquement fait un écart de 10 degrés vers la droite. Je ne peux pas imaginer à quelle vitesse il se déplaçait, ni quelle force ou était en jeu. Chaque fois que je tentais de m'en approcher, il se décalait de 10 degrés. Pendant tout ce temps, je gagnais de l'altitude. Au final, nous avons viré de 70 degrés. J'ai demandé aux contrôleurs s'il apparaissait sur leur radar. Ils m'ont répondu que le radar ne fonctionnait pas à ce moment-là. J'ai regardé mon propre radar. Il indiquait 25 miles. Un instant plus tard, il indiquait 27 miles. L'objet se déplaçait à une vitesse incroyable. Puis j'ai vu 4 points lumineux, de la taille de la Lune, se détacher vers le bas, et l'un d'eux s'est dirigé vers moi. J'ai eu très peur. J'ai d'abord cru qu'on me tirait un missile. J'ai décidé de riposter avec un missile à guidage infrarouge. La petite sphère s'approchait extrêmement vite. Plus elle se rapprochait, plus les interférences augmentaient. Tout le tableau de bord s'est mis à clignoter. J'ai voulu m'éjecter, mais le mécanisme n'a pas fonctionné. J'ai alors fait demi-tour, la communication est revenue. L'objet m'a suivi jusqu'à la base. J'étais terrifié, il me poursuivait. Un autre des objets détachés s'est posé au sol, au sud-est de Téhéran. Je l'ai vu et le contrôleur l'a confirmé. Des alarmes ont retenti tout au long du trajet, ce que signalaient également d'autres avions dans le ciel. Puis l'objet principal a survolé à basse altitude la piste de la base aérienne iranienne. Selon le contrôleur Hossein Pérouzi, il volait à environ 700 mètres d'altitude.
Les contrôleurs qui l'ont observé à l'œil nu le décrivent conséquent comme un cylindre de la taille d'un bus, avec des lumières fixes très brillantes aux extrémités et une lumière clignotante au centre. Au moment où l'OVNI survolait l'aéroport, l'électricité s'est coupée dans la tour de contrôle, alors que le reste de l'aéroport fonctionnait normalement. L'objet est ensuite parti vers l'ouest et, 25 minutes plus tard, a été observé par un pilote de la compagnie Égyptaire au-dessus de la mer Méditerranée. Il a ensuite été vu au-dessus de Lisbonne par l'équipage et un passager d'un vol commercial, puis a disparu quelque part au-dessus de l'océan Atlantique. Tôt le matin, un hélicoptère s'est rendu sur le lieu où l'un des objets aurait atterri. Aucune trace d'OVNI n'a été trouvée. Les habitants interrogés ont déclaré avoir entendu un bruit très fort et vu une lumière intense qu'ils ont prise pour un éclair. Il est également affirmé qu'un satellite militaire américain a détecté une anomalie pendant l'incident et durant environ 1 heure après. C'est là que s'arrête la version officielle. De nombreux experts considèrent cet événement comme la meilleure preuve de l'existence des ovnis. Je n'ai qu'une seule question pour vous. Croyez-vous aux fantômes, ou aux ovnis, ou aux yétis, peu importe. En 1966, l'US Air Force a financé une étude sur les ovnis à l'Université du Colorado. Les recherches étaient dirigées par le physicien Edward Condon. Et 2 ans plus tard, les résultats ont été publiés sous le titre officiel « Études scientifiques des objets volants non identifiés ». Dans le grand public, ce document est devenu connu sous le nom de rapport Condon. Il est évident qu'au départ, le scientifique était plutôt sceptique, et pas sans raison. Lors d'une conférence, il avait même déclaré que le gouvernement ne devait pas perdre son temps avec ce genre d'études. Malgré cela, ce rapport est considéré comme le document public le plus influent concernant le statut scientifique de la question des OVNI. Que disait-il exactement ? Le rapport, composé de 1485 pages, classait les cas d'OVNI en 5 catégories. Les anciens rapports reçus avant la création du comité, les nouveaux rapports, les cas avec photographie, les cas radars et visuels, ainsi que les observations rapportées par des astronautes. Condon a rédigé 6 pages de conclusions et de recommandations. En résumé, la conclusion générale était la suivante. Au cours des 21 dernières années, l'étude des ovnis n'a rien apporté de nouveau aux connaissances scientifiques. Or, le cas que nous examinons aujourd'hui s'est produit 8 ans après la publication de ce rapport. Le lendemain, une enquête a été ouverte à Téhéran. Le vice-commandant de l'armée de l'air iranienne, le lieutenant-général Azarbadzesh, a interrogé tous les responsables et rédigé un rapport. Le général Jafari, pilote du second F-4, a confirmé avoir été interrogé et a précisé qu'un colonel américain était présent lors de l'audition, prenant des notes. Le contrôleur Peruzzi se souvenait que, après avoir entendu les rapports et les témoignages des pilotes, ils avaient conclu qu'aucun pays ne disposait d'une telle technologie et qu'ils pensaient que cet objet étrange venait de l'espace. Après avoir examiné l'ensemble des faits et tenu compte de la vitesse exceptionnelle de l'objet, Azarbadze en est arrivé à la conclusion que l'OVNI surpassait toute technologie militaire connue de l'humanité. Cette conclusion a été transmise au général Hatemi, conseiller militaire personnel du Shah d'Iran. Celui-ci a ordonné que le rapport soit envoyé au groupe consultatif militaire des États-Unis. Alors, qu'avons-nous réellement ? Dans un formulaire spécial de la direction du renseignement du ministère de la Défense des États-Unis, il est indiqué que cet incident exceptionnel est considéré comme une observation classique d'OVNI, répondant à tous les critères d'une observation crédible. Premier point, l'objet a été observé depuis plusieurs positions différentes, à la fois depuis le sol et depuis les airs. Deuxième point, la grande fiabilité des témoins. Il s'agit de militaires de haut rang, de pilotes de chasse et de contrôleurs aériens très expérimentés. Troisième point, les observations visuelles ont été confirmées par les radars. Quatrième point, des effets électromagnétiques similaires ont été observés sur 3 avions différents, ce que est 2 chasseurs et un avion de ligne. Cinquième point, des effets psychologiques liés à l'apparition de l'OVNI ont été constatés, notamment la panique et la perte de la vision nocturne provoquée par l'intensité lumineuse de l'objet. Le principal témoin de l'événement, le général Yousefi, déclarait « À cause de ce que j'ai vécu le 19 septembre 1976, j'en suis venu à croire qu'il y avait réellement quelque chose. Nous ne savons pas ce que c'était ni d'où cela venait. » Le 1er octobre 1976, le journal Iran Times a publié les échanges radio entre le lieutenant Jafari, pilote du second appareil, et les contrôleurs aériens. L'avion se dirigeait vers Téhéran à une vitesse supersonique. Jafari expliquait que dès que l'OVNI avait perçu son approche, il avait accéléré.
En taille, l'objet lui semblait comparable à une demi-lune vue depuis la Terre. Il émettait une lumière violette, orange et blanche, 3 fois plus brillante que la Lune. Lors de son retour, il a également signalé au contrôleur que l'OVNI le poursuivait. L'article précisait que le pilote parlait d'un objet circulaire très lumineux, d'environ 4,5 mètres de circonférence, qui s'était détaché de l'OVNI. L'authenticité de l'objet a été confirmée par 2 pilotes de F-4, plusieurs contrôleurs et des témoins au sol qui ont observé un corps lumineux se déplaçant dans le ciel ou semblant en tomber. Puis, 2 ans après l'incident de Téhéran, un second événement s'est produit. Le 16 juillet 1978, une nouvelle apparition d'OVNI a été signalée. Plusieurs témoins ont vu une soucoupe dans la partie nord de la ville. Les contrôleurs ont également confirmé avoir observé des objets et, une fois encore, des dysfonctionnements des équipements ont été constatés. Mais l'élément le plus intriguant reste le suivant. L'intervalle entre les 2 événements est de 66 jours. Alors, que s'est-il réellement passé ? Tous ceux qui croient aux ovnis qualifient l'incident de Téhéran comme l'un des mieux documentés de l'histoire. Pourtant, ce sont précisément ces documents qui posent problème. Après l'incident, les Iraniens ont eux-mêmes invité le chef d'un département de l'US Air Force à un briefing, au cours duquel ils lui ont présenté leurs observations. Ce rapport n'était pas classifié et ne présentait pas, à l'origine, de caractère particulièrement sensible. Les Américains ont écouté, hoché la tête, récupéré les documents et sont repartis. Plus tard, ce rapport a été publié aux États-Unis dans un bulletin d'information destiné à des passionnés, autrement dit à des amateurs d'OVNI. Par la suite, un rapport officiel de l'US Air Force a été rédigé sous le titre étonnant « Now you see it, now you don't ». Celui-ci a, en revanche, été classifié et n'a été rendu public qu'en 1981, à la suite d'une demande fondée sur la loi sur la liberté de l'information. Honnêtement, c'est un document étrange. À quelle fréquence voit-on un document aussi important, émanant d'une institution comme l'US Air Force, porter un titre presque artistique ? C'est inhabituel, l'histoire y est racontée dans un style assez littéraire, et s'il a été classifié, c'est surtout parce que tout le service l'était par défaut. Tous les documents et tous les comptes rendus étaient automatiquement classifiés dès leur création. C'est précisément pour cette raison que le document a pu être publié relativement facilement en 1981. Mais le principal problème de ces documents reste l'absence totale de preuves matérielles. Aucune photo, aucune vidéo, aucun enregistrement provenant des instruments. Seulement des témoignages et des transcriptions de communications radio. Alors, qu'y avait-il vraiment dans le ciel de Téhéran le 19 septembre 1976 ? Le célèbre sceptique Philip G. Klass avance sa propre hypothèse dans son livre UFOs, The Public Deceived. Selon lui, il s'agirait de Jupiter. Étrange. Cette explication a également été soutenue par un autre spécialiste de l'espace, James Oberg. Les pilotes auraient observé la lumière exactement dans la direction où Jupiter devait se trouver ce jour-là dans le ciel étoilé. Yousefi et les témoins au téléphone décrivaient de la lumière comme semblable à une étoile, mais beaucoup plus brillante. Personnellement, je ne crois pas qu'il s'agisse d'extraterrestres, mais l'explication de Jupiter me paraît tout aussi étrange. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Est-il vraiment possible de confondre ainsi Jupiter avec un objet en mouvement ? Car le vrai problème est ailleurs, les témoins affirment que l'objet se déplaçait et qu'il les poursuivait même. Deuxième explication possible, 2 fois par an, notre planète traverse le nuage de débris laissé par la comète de Halley, ce qui provoque des pluies de météores. L'astronome Gary Krank, dans son livre Meteor Showers, un catalogue descriptif, note que le 19 septembre correspond précisément au pic annuel de certaines pluies météoriques. Cela pourrait expliquer le grand nombre de signalements d'objets en mouvement dans le ciel. De plus, cette hypothèse permettrait aussi d'expliquer les témoignages venus d'Égypte ou de Lisbonne. Concernant les 4 objets qui se seraient en détachés, Philip G. Klass rappelle que des cas sont connus où des pilotes expérimentés, volant de nuit, ont effectué des manœuvres d'évitement pour éviter ce qu'ils prenaient pour d'autres avions, alors qu'il s'agissait de météores. Cela s'est déjà produit. Il a également découvert que les pilotes iraniens concernés n'avaient jamais volé de nuit auparavant. Ces 2 sorties à la poursuite de l'OVNI constituaient leur seul vol nocturne. D'après le rapport, les pilotes ont indiqué que l'atterrissage avait été difficile car ils avaient du mal à s'orienter dans l'obscurité. Mais que faire alors du grand nombre de témoins ? Au minimum 4 appels de résidents locaux, 2 témoins directs et plusieurs contrôleurs aériens. Dans les 2 cas, il y avait beaucoup de monde, sans parler d'environ une dizaine de témoins directs de l'OVNI à Téhéran.
mais un fait remet en question l'hypothèse de l'hystérie collective, la nature même de ces témoins. Parmi eux, on compte tout de même un commandant de l'armée, un contrôleur aérien très expérimenté et un pilote chevronné. L'histoire nous offre d'ailleurs plusieurs exemples similaires. Franklin Roosevelt avait une peur irrationnelle du nombre 13. Il ne fixait jamais de rendez-vous professionnel un 13e jour du mois et évitait les événements organisés au 13e étage. Ronald Reagan croyait à l'astrologie et alla jusqu'à choisir la date de son investiture en fonction de calculs numérologiques. Il consultait régulièrement son horoscope. Napoléon, pourtant l'un des hommes les plus instruits de son époque, portait toujours sur lui plusieurs talismans auxquels il attribuait sa chance. Il s'agissait pourtant de chefs d'État, prenant des décisions cruciales pour des millions de personnes, parfois fondées sur absolument rien, littéralement sur des croyances inventées. Et dans notre cas, des personnalités de haut rang affirmaient que l'objet observé dans le ciel venait très probablement de l'espace. Philippe Giclas écrit dans son livre qu'une partie importante des témoins iraniens manquait tout simplement de connaissances de techniques de base et de compétences en observation. On peut longuement débattre de la compétence et des qualités personnelles des témoins. Cela ne nous mènera pas très loin. En revanche, il existe dans cette affaire des données bien plus fiables, celles des instruments. En 1978, Classe décida de comprendre comment il se faisait que les appareils aient réellement enregistré quelque chose. Il retrouva des techniciens américains de la société McDonnell Douglas qui avaient en fabriqué ces équipements et en assuraient notamment la maintenance. Mieux encore, il trouva une personne ayant travaillé sur cette base militaire. Celle-ci expliqua que seul le second avion avait connu des dysfonctionnements techniques. Le premier appareil, lui, n'avait jamais été envoyé en maintenance. En réalité, le premier avion ne parvenait tout simplement pas à rattraper l'objet et il a reçu l'ordre de rentrer à la base. Tout cela donnait l'impression qu'il essayait littéralement de voler vers une étoile, puis qu'il s'était rendu compte de l'impossibilité de la rejoindre avant de faire demi-tour. Le second appareil, en revanche, souffrait depuis longtemps de problèmes électriques. Des incidents similaires avaient déjà été signalés précisément sur cet avion, et l'armée de l'air iranienne n'avait jamais réussi à les corriger. De plus, ce technicien avait été personnellement convoqué sur cette base pour régler le radar du fameux F4. Tous les techniciens interrogés disaient pas la même chose au sujet de cette base. Elle avait une réputation désastreuse en raison de la mauvaise qualité du travail et d'une gestion défaillante de la documentation. Ils ont également remarqué que le radar pouvait tout simplement être en mode manuel, ce qui aurait pu entraîner une mauvaise interprétation de la cible détectée. Autrement dit, l'avion de Jafari présentait déjà des dysfonctionnements avant l'incident. Concernant le premier avion, il n'existe aucune donnée fiable, et il y a aussi une incohérence concernant le premier pilote. Seul Jafari, le second pilote, a participé à l'enquête officielle. Le premier n'a jamais fait de déclaration formelle. Il n'est apparu pour la première fois qu'à la télévision américaine dans les années 90, dans une émission consacrée aux extraterrestres. Parlait-il de ce qu'il avait réellement vu ou de ce qu'on lui avait suggéré de dire ? Impossible à savoir. Quant au radar et au contrôleur de l'aéroport, les versions divergent totalement. Certains affirment que le radar ne fonctionnait pas, d'autres qu'il a déterminé très précisément la taille de l'objet. Or, en réalité, les systèmes radars n'indiquent pas la taille d'un objet, mais uniquement la puissance du signal réfléchi. Et justement, parlons de la taille. Là aussi, tout devient confus. Le premier pilote affirmait que la cible était visible à une distance de 100 km. Imaginez un instant la taille qu'un objet devrait avoir pour être visible depuis une ville voisine. Il aurait dû mesurer plusieurs kilomètres, et si une sphère lumineuse d'une telle taille avait traversé le ciel, absolument tout Téhéran l'aurait vu. Dans ce contexte, l'hypothèse d'une étoile ou de Jupiter ne paraît soudain plus si absurde. Alors, que s'est-il réellement passé ? Qu'ont vu les pilotes ? Les pilotes ont poursuivi des objets célestes et leur équipement est tombé en panne. Ce qui est intéressant, c'est que parmi toutes les hypothèses possibles, une seule revient sans cesse, les extraterrestres. Pourquoi ? Une étude publiée en 2017 dans la revue Motivation and Emotion a montré que les croyances paranormales liées à la vie extraterrestre sont en partie motivées par un besoin de sens dans la vie. Les personnes qui ressentent un manque de sens ont tendance à adhérer davantage à ce type de croyances. Cela signifie que la question est en réalité bien plus profonde. De l'incident de Téhéran, nous arrivons finalement à une interrogation fondamentale. Quel est le sens de la vie ? Qui aurait cru que tout était lié ? Pourquoi croyons-nous à certaines choses et pourquoi précisément celles-là ? À l'origine, la magie et la religion ne faisaient en qu'un.
ce n'est qu'avec l'apparition de la foi en un Dieu unique que la religion a commencé à rejeter la magie. La Renaissance, puis les révolutions scientifiques et industrielles ont transformé notre vision du monde, où l'enfer se trouvait sous terre et le paradis dans le ciel. Nous avons pris l'avion, traversé les nuages, et nous n'y avons trouvé personne. Gagarine n'a rencontré personne dans l'espace. Les Américains n'ont rien découvert sur la Lune. Là où les maladies étaient autrefois perçues comme des punitions divines, nous parlons aujourd'hui de bactéries. Nous savons d'où elles viennent et comment elles apparaissent. Même les catastrophes dites divines, comme les ouragans ou les sécheresses, ont désormais des explications claires. Plus nos connaissances de scientifiques se sont élargies et affinées, plus nous nous sommes éloignés de l'image traditionnelle de Dieu. Pourtant, la pensée religieuse ne nous quitte jamais. L'être humain continue de croire aux miracles. La croyance au surnaturel fait partie de notre nature. Avec le temps, seul l'objet de cette croyance change. Peu de gens croient encore aux trolls ou aux elfes, mais beaucoup croient aux ovnis. Paradoxalement, les personnes religieuses se montrent souvent très sceptiques face au paranormal, allant parfois jusqu'à s'en moquer, tout en croyant sincèrement au paradis ou à l'enfer. A l'inverse, ceux qui fréquentent rarement les églises consultent plus volontiers des voyants ou des médiums. D'ailleurs, avez-vous déjà consulté un voyant ? La croyance en la possibilité d'influencer le monde par la prière ou des rituels aide beaucoup de personnes à surmonter la peur. En psychologie, on appelle cela l'illusion de contrôle. Avez-vous remarqué que les extraterrestres possèdent souvent les mêmes attributs que ceux que nous attribuions autrefois aux dieux ? Ils sont plus intelligents que nous, plus anciens. Leur motivation nous échappe. Souvent, ils ne nous prêtent même pas attention. Les extraterrestres hostiles détruisent le de la planète en un instant. Les extraterrestres bienveillants, eux, partagent avec l'humanité des technologies incroyables. Si l'on remplace simplement les extraterrestres par des dieux, on obtient les récits des anciennes épopées. Il existe même de véritables religions fondées sur les extraterrestres, avec tous les attributs religieux. En 1954, Ernest Norman fonde l'Académie des sciences d'Unarius. Il affirmait que lui et sa femme pouvaient donc communiquer avec des civilisations extraterrestres, ou autrement dit, entendre la voix de Dieu. En Tchéquie, une organisation appelée Universe People a vu le jour. Son dirigeant prétendait lui aussi communiquer télépathiquement avec des extraterrestres. En 1955, au Royaume-Uni, George King fonde la société Etherius. Il annonça être entré en contact avec une entité extraterrestre nommée Etherius, représentant d'un parlement interplanétaire. Chez les scientologues, le récit le plus célèbre est celui de Xenu, dirigeant d'une conférence galactique et créateur de l'humanité. Il existe donc de nombreuses doctrines, mais l'essentiel est ailleurs. Dès lors que l'on peut comparer ces croyances à une religion, la discussion devient bien plus sérieuse. Il s'agit de la psyché humaine. Partout dans le monde, des personnes de pays différents, de cultures différentes, de sexes et d'âges différents voient dans des soucoupes. Et pourtant, elles n'existent pas. Tout simplement pas. Presque chaque mythe, chaque légende a été réfutée à plusieurs reprises. Le sujet n'est pas les ovnis, mais notre esprit et notre rapport au surnaturel. Pourquoi y croyons-nous, et est-ce réellement un problème ? La vérité, c'est que nous n'avons toujours pas de réponse aux questions les plus fondamentales. Qui sommes-nous ? D'où venons-nous ? Comment sommes-nous apparus ? Où sommes-nous exactement ? Comment fonctionne l'univers ? Et surtout, quel est le sens de notre vie ? Tant que ces réponses feront défaut, l'être humain continuera de croire au surnaturel ou à la religion. Il trouvera ses propres réponses, souvent par nécessité, car vivre sans elles est tout simplement trop angoissant. Croire au surnaturel, comme toute religion, aide à apaiser la peur, à combattre la solitude, comme on nous l'a expliqué à l'école. Dans une certaine mesure, croire aux ovnis aide aussi certaines personnes. Elles veulent au moins quelques réponses. Et même si les ovnis disparaissaient cette croyance se reporterait ailleurs. Elle existera toujours tant que nous n'aurons pas répondu aux grandes questions. En attendant, les soucoupes continueront d'apparaître. Alors qu'a-t-on réellement vu à Téhéran ? Plusieurs options existent, un corps céleste, une étoile, un météore, la Lune, ou peut-être un véritable appareil volant. Pendant un temps, l'hypothèse d'un avion de reconnaissance soviétique ou d'un appareil secret a été envisagée. D'autant plus que certains témoins affirmaient que l'objet venait du nord, c'est-à-dire de la frontière soviétique. Mais cette théorie est peu convaincante. Quel avion espion serait visible au radar, observable depuis le sol et en plus lumineux ? Il faut aussi tenir compte du contexte du pays et de l'époque. À ce moment-là, l'Iran était un pays relativement libre et ouvert.
Il suffit de regarder les images de ces années-là. On se croirait presque à Los Angeles. Mais dès l'année 78, de violentes manifestations contre le pouvoir ont éclaté. La vie en Iran devenait de plus en plus anxiogène et difficile. Or, comme nous le savons, la croyance au surnaturel en tant qu'illusion de contrôle sur sa propre vie aide souvent psychologiquement dans les périodes difficiles. Et si cela apaise les gens, si cela les aide réellement, alors c'est une bonne chose. Merci d'avoir regardé cette vidéo, une nouvelle d'histoire arrive bientôt.